fécondation. Alors, dans ce chapitre, nous allons voir la définition, les types de fécondation, la préparation des gamètes pour la fécondation et le déroulement de ce phénomène, et enfin les modifications de la structure de l'œuf après la fécondation. Alors, comme définition, la fécondation est le processus de fusion de deux cellules sexuées, gamètes. Elles réalisent deux objectifs distincts, la sexualité, c'est-à-dire la combinaison des gènes des deux parents, et la reproduction, c'est-à-dire la création de nouveaux organismes. Elle est de deux types, la fécondation naturelle et artificielle. La fécondation naturelle, elle est soit interne ou bien externe. Quant à la fécondation externe, c'est une fécondation qui se déroule dans le milieu aquatique, ou bien dans l'eau. Il n'y a pas d'accouplement, les gamètes libérées se rencontrent hasardamment dans l'eau ou s'uniront. La fécondation externe est trouvée généralement chez les espèces vivant au milieu aquatique, les oursins, les amphibiens, les poissons, etc. Alors si on prend l'exemple des oursins, le gamète ou bien le mâle va émettre ses gamètes dans l'eau. La même chose pour la femelle. Les spermatozoïdes et les ovocytes vont se rencontrer. Elles vont créer un œuf fécondé qui va entamer sa segmentation directement après fécondation. Alors, la segmentation, elle va donner naissance à une larve ciliée, ensuite une larve plutéus. Cette larve plutéus, elle va subir une métamorphose pour donner un jeune oursin qui, après accroissement, il va se transformer en un oursin adulte et le cycle recommence. Maintenant, quant à la fécondation interne, elle se déroule dans les voies génitales femelles, c'est-à-dire par accouplement. Elle est trouvée généralement chez les espèces vivant au milieu terrestre, les mammifères, les oiseaux, les reptiles, etc. Pour la fécondation artificielle, c'est une fécondation qui se déroule au niveau des laboratoires. Alors, c'est une fécondation in vitro, au contraire de la fécondation naturelle qui est nommée fécondation in vivo. Alors, le premier bébé qui est né par fécondation in vitro, c'est Louis Brown en 1978. Alors, la fécondation in vitro se déroule au niveau des laboratoires. Nous allons récupérer des gamètes mâles par éjaculation. Les gamètes femelles sont récupérées après induction d'ovulation et les deux gamètes vont être déposées dans une boîte de pétri à l'intérieur d'un milieu adéquat. Alors la fécondation, elle va se dérouler dans une boîte de pétri. Ensuite, le fécondé, il va subir un choc électrique pour commencer sa segmentation et au 5e jour, cet embryon il est implanté dans l'endomètre utérin afin qu'il puisse poursuivre son développement. Maintenant, la préparation des gamètes pour la fécondation. Premièrement, les gamètes mâles, ils vont être préparés au niveau des voies génitales mâles et des voies génitales femelles. Alors, la première maturation qui est épididymère, elle va se dérouler à ce niveau-là. Donc là, c'est une coupe sagittale d'un testicule. Les tubes séminifères se trouvent ici. C'est le siège de la spermatogénèse. Après formation ou bien production des spermatozoïdes, ces derniers vont vont commencer leur transport et ils vont être déposés ou bien stockés au niveau de l'épididyme. Ensuite, les gamètes mâles vont traverser le canal déférent pour arriver jusqu'au vésicule séminal. Ensuite, ils vont passer vers la prostate et ils vont être éjaculés à travers le canal éjaculateur. Alors, on a dit que la maturation des spermatozoïdes, elle est premièrement une maturation épididymère, deuxièmement une capacitation. La maturation épididymère, elle se déroule dans les voies génitales mâles. La maturation ou bien la capacitation, elle se déroule dans les voies génitales femelles. Alors, premièrement, la maturation épididymère, les spermatozoïdes acquièrent leur mobilité. Elles vont subir une modification de la membrane des spermatozoïdes et enrichissement en cholestérol dans un liquide riche en ATP, AMP cyclique et magnésium. L'énergie, elle est très importante pour le spermatozoïde afin qu'il puisse se déplacer. Avoir
Alors, durant la maturation épididymaire toujours, les spermatozoïdes vont acquérir des protéines de reconnaissance de gamètes femelles qui s'expriment après capacitation. Ces sites de reconnaissance sont revêtus en chaînes glucidiques dans le liquide séminal pour les protéger. Enfin, le noyau des spermatozoïdes il va être renforcé par l'addition des protamines ou bien des ponts des sulfures. Bien sûr, parce que le spermatozoïde il va se déplacer tout au long des voies génitales femelles, donc il va subir des conditions défavorables pour sa vie. Alors ce spermatozoïde-là, il va renforcer son noyau afin d'éviter une fragmentation de l'ADN. Alors la maturation maintenant qui se déroule dans les voies génitales femelles, c'est la maturation ou bien c'est la capacitation. Durant la capacitation, les spermatozoïdes vont subir quelques modifications. Alors premièrement, les sécrétions du tractus génital permettent de laver le liquide séminal. Les spermatozoïdes, comme vous le savez bien, ils sont éjaculés dans un liquide appelé le liquide séminal. Alors après éjaculation, la glaire cervicale, elle ne va laisser passer que les éléments mobiles, c'est-à-dire les spermatozoïdes, et elle va se débarrasser de ce liquide séminal. Au niveau de la membrane du spermatozoïde et de la membrane externe de l'acrosome, il y aura une mobilité des protéines membranaires. Alors les protéines qui se trouvent ici, elles vont être éliminées afin qu'il y ait déstabilisation de la membrane spermatique. Alors ça, c'est un spermatozoïde non capacité. Celui-là, c'est un spermatozoïde capacité après élimination des domaines ou bien des protéines membranaires. Donc il y a des domaines sans protéines. Dans certaines zones membranaires du spermatozoïde, il y aura diminution du cholestérol. Encore, voilà, le cholestérol il va être éliminé de la membrane du spermatozoïde. Et là, ça va donner encore une déstabilisation de la membrane. Et enfin, l'augmentation de la mobilité des spermatozoïdes à 50 micromètres par seconde. Donc la vitesse de spermatozoïde, la vitesse de mobilité, elle va être augmentée à 50 micromètres par seconde suite à l'augmentation de la flexibilité du flagelle et de la pièce intermédiaire. Maintenant, la préparation des ovocytes, elle se déroule par un nombre d'événements. Alors, la formation à partir de follicules primordiales, des follicules primaires, follicules secondaires, follicules tertiaires et follicules mûrs ou bien follicules de Graaff. Donc ça, c'est l'étape de la folliculogénèse durant laquelle les follicules vont être recrutés pour donner naissance à un ovocyte. Alors, l'expulsion du premier globule polaire 3 heures à 6 heures avant l'ovulation, noyau bloqué en métaphase 2, la formation de granules corticaux à partir de l'appareil de Golgi. Ces granules corticaux vont être nécessaires pour la réaction acrosomiale. L'accroissement ovocytaire et accumulation des réserves. Donc l'ovocyte, il va augmenter son diamètre, augmenter sa taille et il va accumuler plus de réserves. Il s'agit des réserves fonctionnelles, informationnelles, énergétiques, protéiques, etc. Après la maturation ovocytaire, il va se dérouler l'ovulation. Alors, l'ovulation, elle se déroule grâce à un ensemble d'enzymes qui sont appelées les collagénases et les enzymes lysosomiales. Ces enzymes sont sécrétées par l'épithélium ovarien et la granulosa qui vont attaquer la paroi folliculaire. L'acide hyaluronique sécrété par la corona radiata dissocie les cellules du cumulus oophorus avec l'action des muscles de la tête et après ça, il va y avoir expulsion de l'ovule. Alors, après éjaculation ou bien après maturation épididymaire, les spermatozoïdes vont être éjaculés. Alors, les trajets des spermatozoïdes dans les voies génitales femelles, après éjaculation, 3 ml de sperme environ est émis dans le vagin. Seuls les éléments mobiles pénètrent dans la glaire cervicale du col utérin. Dans le col utérin, la production de la glaire cervicale est maximale
au moment de l'ovulation. Elle ne laisse passer les spermatozoïdes que pendant la phase d'ovulation, c'est-à-dire 2 jours avant et 1 jour après. Parmi les 300 millions de spermatozoïdes déposés dans la cavité vaginale, à peine 2 millions parviennent dans la cavité utérine. C'est-à-dire que la glaire cervicale qui se présente au niveau du col utérin, elle va empêcher les spermatozoïdes faibles qui n'ont pas une mobilité correcte et qui n'ont pas une force suffisante pour arriver à l'endomètre. Donc, tous ces spermatozoïdes vont être bloqués par la glaire cervicale. Alors, les 2 millions qui parviennent dans la cavité utérine, ils parviennent grâce à leur mouvement, à leur propre mouvement, à leur propre déplacement. Les contractions du col utérin aideront par la suite le mouvement des autres spermatozoïdes. Alors, les autres spermatozoïdes sont éliminés soit par le pH acide du vagin, soit par les mailles de la glaire cervicale. Au cours du transit utéro-tubaire, c'est-à-dire le transit qui se déroule au niveau de l'endomètre utérin, ou bien dans la cavité utérine, jusqu'à les trompes de Fallope, les spermatozoïdes sont aidés dans leur déplacement par un courant liquidien créé par les mouvements des cils et les contractions de la paroi utérine et les trompes. Leur nombre diminue encore car un bon nombre est digéré par les cellules phagocytaires, bien sûr parce que les spermatozoïdes sont considérés par l'organisme femelle comme étant des antigènes. Alors, le fait que le spermatozoïde est présent au niveau de la cavité utérine, c'est un corps étranger pour le système immunitaire. C'est pour ça qu'une grande partie de ces spermatozoïdes vont être digérés par les cellules phagocytaires. Dans le tiers externe de l'oviducte, ou bien de la trompe de Fallope, une dizaine de spermatozoïdes est retenue autour de l'ovocyte. Donc on est allé de 300 millions de spermatozoïdes et on est arrivé jusqu'à uniquement une dizaine de spermatozoïdes qui sont retenus autour de l'ovocyte 2. Alors maintenant, le spermatozoïde qui va le premier qui va être au contact avec la zone pellucide et qui va la dégrader, donc c'est lui qui va pénétrer. Ensuite, c'est bon. L'ovocyte, il va changer la structure de sa zone pellucide et il va empêcher tout autre spermatozoïde d'y pénétrer. Alors, l'ovocyte, il est bloqué en métaphase 2. La durée du trajet des spermatozoïdes de la cavité vaginale, du vagin, jusqu'à la trompe de Fallope, jusqu'à l'oviducte, elle est de 30 minutes en moyenne. Dans l'appareil génital féminin, la durée de vie des spermatozoïdes est de 48 heures. Quant à celle de l'ovocyte, elle est de 24 heures. Donc, en moyenne, donc, la fertilité diminue à partir de la 7e heure qui suit l'ovulation. C'est-à-dire qu'après l'ovulation, après expulsion de l'ovocyte, il va être vivant uniquement 24 heures dans les voies génitales femelles. À partir de la 7e heure, l'ovocyte commence à s'affaiblir. Donc, s'il n'y a pas de fécondation au bout de 24 heures, l'ovocyte va être phagocyté. La rencontre des spermatozoïdes avec les gamètes, l'attraction des deux gamètes chez certaines espèces, elle se fait par chimiotactisme. Des substances chimiques sécrétées par l'œuf, ces substances chimiques vont permettre la reconnaissance et l'attraction des deux gamètes. Alors chez les mammifères, d'après Gilbert et Scott, le chimiotactisme est encore discuté. La reconnaissance réciproque des gamètes et fixation du spermatozoïde à la zone pellucide. Alors, le spermatozoïde dont l'acrosome est intact se fixe spécifiquement. L'acrosome, c'est quoi? C'est cette structure-là qui est présente au niveau de la tête du spermatozoïde. Alors, cet acrosome-là, il contient des enzymes et des protéines. Alors, le spermatozoïde capacité dont l'acrosome est intact se fixe spécifiquement en premier lieu aux protéines ZP3. Alors, la ZP3, c'est une protéine de reconnaissance qui est présente dans la zone pellucide. Oui. Alors, la zone pellucide avec l'acrosome, elles vont se reconnaître grâce à la ZP3. Alors,
il va être fixé spécifiquement en premier lieu aux protéines ZP3 de la zone pellucide grâce à des molécules de sa membrane spermatique. C'est la reconnaissance des deux gamètes. Alors là, ça, c'est la reconnaissance des deux gamètes. La reconnaissance, elle est spécifique. La réaction acrosomiale maintenant, après fixation primaire ou bien reconnaissance, la vésiculisation de la membrane du spermatozoïde et la membrane externe de l'acrosome provoque la réaction acrosomiale. Alors là, il va y avoir formation de petites vésicules qui contiennent les protéines acrosomiales. Ça y est. Alors cette vésiculisation, elle va permettre la libération de contenu de l'acrosome. Alors il consiste en une ouverture de l'acrosome dont il y aura libération du contenu acrosomial, principalement 3 enzymes. Quelles sont ces enzymes-là? Les hyaluronidases, elles détruisent le ciment intercellulaire du cumulus euphorus et celui de la corona radiata. Les cellules folliculaires qui se trouvent autour de l'ovocyte, elles vont être détruites à partir ou bien grâce à l'enzyme hyaluronidase. La CPE, Coronal Penetrating Enzyme, elle dissout les cellules de la corona radiata. Alors les cellules de la corona radiata, elles sont dissoutes grâce à la Corona Penetrating Enzyme. Et l'acrosome, elle dépolymérise les glycoprotéines ZP1, la deuxième protéine qui est présente au niveau de la zone pellucide est responsable de la consolidation de la zone pellucide. Alors cette dépolymérisation, elle va changer la structure de la zone pellucide et elle va empêcher la polyspermie. Après fixation primaire avec la ZP3, au cours de la réaction acrosomiale, la membrane interne de l'acrosome au contact avec la zone pellucide implique la zone pellucide, la ZP2 pardon, pour une fixation secondaire. Alors la traversée de la zone pellucide du spermatozoïde jusqu'à l'espace périvitellin, l'espace qui se trouve entre la zone pellucide et la membrane cytoplasmique, elle est assurée, donc la traversée de la zone pellucide du spermatozoïde jusqu'à l'espace périvitellin est assurée par la lyse des enzymes de la propulsion et la propulsion flagellaire. Alors, lorsque les enzymes dégradent la zone pellucide, le spermatozoïde arrive jusqu'au espace périvitellin. Ça y est, donc cette arrivée, elle est assurée grâce à la dégradation des protéines de la zone pellucide et grâce aux propulsions de flagelles. Après dégradation de la zone pellucide, le spermatozoïde il va fusionner sa membrane avec la membrane de l'ovocyte. Alors le spermatozoïde arrive tangentiellement à la surface de l'ovocyte. Il y aura fusion de la membrane de l'ovocyte avec la membrane du segment équatorial du spermatozoïde, bien sûr chez les mammifères. Alors voilà, le spermatozoïde, il a dégradé la zone pellucide et il est arrivé jusqu'à la membrane cytoplasmique, là où les deux membranes spermatiques et ovocytaires, elles fusionnent. Après fusion des deux membranes et pénétration du noyau à l'intérieur de l'ovocyte, il va y avoir blocage de la polyspermie. Par exocytose, les granules corticaux, voilà, de l'ovocyte rejettent leurs produits de sécrétion dans l'espace périvitellin compris entre la zone pellucide et la membrane plasmique de l'ovocyte 2 pour former la membrane de fécondation qui intervient dans la destruction des sites récepteurs des spermatozoïdes et le blocage de la polyspermie, donc la pénétration d'autres spermatozoïdes. Les granules corticaux contiennent des enzymes qui modifient la structure de la zone pellucide, exemple la ZP2 et ZP3, les protéines de reconnaissance et de fixation. Chez l'oursin, les granules corticaux contiennent le calcium, des ions calcium et des enzymes, des mucopolysaccharides sulfatés et des hyalines. Une enzyme modifie spécifiquement le récepteur de la bindine. La hyaline forme une couche autour de l'œuf. Alors la hyaline, c'est elle qui va modifier les récepteurs spécifiques de la bindine et elle va former une couche autour de l'œuf pour
empêcher la polyspermie. Alors après fécondation, il va y avoir réactivité de la cellule œuf. Donc des modifications vont se dérouler au niveau de la structure de l'œuf. La première modification, c'est les signaux calcium. Des pulsations périodiques d'influx de calcium à partir des réservoirs de réticulum endoplasmique cellulaire sont marquées lors de la pénétration du spermatozoïde, à durée de quelques dizaines de secondes chez l'homme. Alors, cette mobilisation de calcium intracellulaire contrôle l'exocytose des granules corticaux et le démarrage du développement de la cellule, ou bien qui va se dérouler grâce à l'augmentation du pH. Donc, la cellule, elle va commencer sa segmentation. Cette dynamique de calcium assure avec des calciprotéines le métabolisme, la reprise de la méiose, l'initiation de la réplication de l'ADN et le déploiement de développement cellulaire. Deuxième modification, c'est la reprise de la méiose. Au moment de la fécondation, la méiose elle est bloquée au métaphase 2. Ce blocage est dû aux facteurs cytoplasmiques ovocytaires qui sont inactivés par l'apport de calcium. La troisième modification, c'est la reprise du métabolisme, marquée en particulier par une augmentation de synthèse et de la consommation de l'oxygène de la cellule œuf. Donc le métabolisme cellulaire, il va commencer afin que l'embryon puisse se développer. Alors, en grosso modo, les conséquences de la fécondation se résument qu'ensuite, le blocage de la polyspermie ou bien la pénétration d'autres spermatozoïdes par exocytose des granules corticaux de l'ovocyte 2 rejettent leurs produits de sécrétion dans l'espace périvitellin compris entre la zone pellucide et la membrane plasmique de l'ovocyte 2 pour former la membrane de fécondation qui intervient dans la destruction des sites récepteurs des spermatozoïdes et le blocage de la polyspermie. Deuxième conséquence, c'est l'achèvement de la deuxième division équationnelle de l'ovocyte 2 qui donne l'ovule et le deuxième globule polaire. Troisième événement, c'est la transformation des deux noyaux mâles et femelles en pronucléi, respectivement le pronucléus mâle et le pronucléus femelle. Ensuite, les réveils des enzymes cytoplasmiques de l'ovule et des condensations de l'ADN du spermatozoïde afin qu'il se mélange avec l'ADN ovocytaire. Alors ça, c'est une petite animation qui démontre bien, qui explique beaucoup mieux la fécondation. Alors ça, c'est l'ovocyte avec le premier globule polaire. Ça, c'est la zone pellucide. Ça, ce sont les cellules de la corona radiata. Et ça, c'est le cumulus oophorus. Pour le spermatozoïde, il contient une tête avec un acrosome, un noyau. La pièce intermédiaire, elle est là. Et le flagelle mobile, c'est celui-là. Alors, au moment de la fécondation, le spermatozoïde, il va dégrader grâce à ses enzymes la corona radiata, les cellules de la corona radiata et de cumulus oophorus. Ensuite, il va se fixer sur la zone pellucide grâce aux protéines de reconnaissance. La dégradation de la zone pellucide commence par l'exocytose de contenu acrosomial. Et voilà. Le spermatozoïde, il va dégrader la zone pellucide et la membrane cytoplasmique du spermatozoïde, elle va fusionner avec la membrane cytoplasmique ovocytaire. Ensuite, les granules corticaux ovocytaires, ils vont être libérés au niveau de la zone pellucide pour dénaturer les protéines de reconnaissance et comme ça, il va y avoir blocage de la pénétration de plusieurs spermatozoïdes, le blocage du polyspermie. Donc la membrane de fécondation, elle va se former pour empêcher d'autres spermatozoïdes de pénétrer à l'intérieur de l'ovocyte et les deux noyaux vont se transformer en deux pronucléi après bien sûr expulsion du deuxième globule polaire par l'ovocyte. Le pronucléus mâle et le pronucléus femelle vont se fusionner par amphimixie et il va y avoir maintenant début de la segmentation. Et merci pour votre attention.